الزول في اللون تا سقيت نسيا وسيا ثيك تاغن واحد نصلو ذاك كي يجمع دي ديفرون ذي سلويت كي فرانت نسلويت ان الجزائر ديال ناس سبا شطون باغي يزرين كانت زعام اكيد توالي مكاكين فرانت ديجمع سين وذ ما ون مكارزن سين من قار لاني نا لوتوريتي ناسيونال انديبوندون دي زيليكسيون مازبتنا قبيليت تسقى مثار النوث تيل الليث تفرانين اكتين اني ديفرنس كوني من قار لا كور كونستيتيسيونال نار تنفروث ثامن داوي تي كان سين جماض يمجارا ذنا كي توالي مكاكين وكني غنصلو دي جماض لا كان سينير ونفقينا بوسكير ذا ماستان سفيان شويتر سيمويل ماينغا زول فلاك Azul Rachid, bonjour et bonsoir à nos compatriotes. ثورة قبل أن واحد يسقسيا ويفنا نحد نوالي شو يدينا ونمها كي لاكور كونستيتيسيونال تنفرو من داويث أكثر نير ذوين يتفون تسقى مثكين لاني لوتوريتي ناسيونال انديبوندون دي زيليكسيون ولي تسيد أدنو غالغون. أقول قد أفرزت على تسجيل 5,630,196 صوت معبر عنه لفائدة المترشحين الثلاثة على ما يلي. أولا، المترشح الحر السيد تبون عبد المجيد قد تحصل على 5,329,253 صوت، ما يمثل نسبة 94.65%. اثنين، المترشح الثاني السيد حسان الشريف عبد العالي عن حزب حركة مجتمع السلم قد تحصل على 178,797 صوت، ما يمثل نسبة 3.17%. ثالثا، المترشح الثالث السيد أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية قد تحصل على 122,146 صوت، ما يمثل نسبة 2.16%. نسبة المشاركة العامة تكون 46.10%. الأصوات الملغاة 1,764,637. الأصوات المعبر عنها 9,461,428. أولا، السيد تبون عبد المجيد تحصل على عدد أصوات 7,976,291، ما يمثل نسبة 84.30%. اثنين، السيد حسن الشريف عبد العالي تحصل على عدد أصوات 904,642، ما يمثل نسبة 9.56%. السيد أوشيش يوسف تحصل على عدد أصوات 580,495، ما يمثل 6.14%. مثلا نغلد تسقسيوا مزغو كان كاكير إماس شويتر ويفنا دينير ذا شو تمغلينيك ce cafouillage par rapport aux résultats donnés par les deux, de deux façons différentes par l'année et par la Cour constitutionnelle. On aimerait bien savoir votre réaction. Alors, avant tout, avant tout, l'autorité nationale indépendante des élections et puis la Cour constitutionnelle, ce sont deux institutions légalement, selon la Constitution, ce sont deux institutions indépendantes et constitutionnelles, hein.
L'autorité nationale, elle a les prérogatives, c'est elle qui organise les élections. C'est elle qui donne les chiffres provisoires, puis elle sera en principe confirmée par la Cour constitutionnelle tel qu'il est prévu à la fois par la Constitution, mais surtout par la loi organique sur le régime électoral. Voilà. Lors de cette élection, effectivement, il y a un écart. Mais avant tout, c'est-à-dire qu'il y avait des recours. Parce que la Cour constitutionnelle, non seulement une institution qui est chargée par la loi organique de confirmer les résultats annoncés par l'autorité nationale indépendante, ce sont des chiffres provisoires, mais doivent être confirmés par la Cour constitutionnelle. Mais en même temps, entre-temps, il y avait des recours. Ce sont des recours qui ont été introduits à la fois par le candidat, le représentant du FFS, Aouchiche, et aussi par le candidat, le représentant du mouvement pour la paix, Hems Hassani, tu vois. Euh, donc, la Cour constitutionnelle est devenue dans la fonction contentieuse. Donc, il y a un conflit. Il y a un conflit. Dans la décision qui a été rendue hier, moi j'ai lu, ça a été partagé par la page officielle de la Cour constitutionnelle. Donc j'ai lu justement la décision. Et là, c'est un scandale. C'est un scandale qui n'est aucun juriste qui se respecte vraiment n'accorde l'intérêt à ce genre de décision. Premièrement, la Cour constitutionnelle ne mentionne pas l'objet des contestations de la part de ces candidats. On ne sait pas pourquoi, par exemple, au Chiche, c'est quoi l'objet de son recours? Il conteste quoi? Est-ce qu'il conteste la victoire de Tebboune? Est-ce qu'il conteste le chiffre de taux de la participation? Est-ce qu'il conteste seulement le chiffre ou le taux, enfin, des voix favorables à lui? La même chose pour Hassani. La Cour constitutionnelle ne mentionne rien. Voilà, ça c'est une erreur. Voilà, il faut qu'on sache, effectivement, on reproche quoi les candidats parce qu'ils ont fait un recours. Ils reprochent quoi? Voilà. La deuxième des choses, la loi, l'article 259, dernier, si je ne me trompe pas, dernier alinéa donc, de la loi organique sur les élections, quand, quand des candidats introduisent des recours, l'autre candidat élu, qui est victorieux, la Cour constitutionnelle lui saisit et lui donne un délai pour qu'il présente un mémoire, pour donner son point de vue. Or, dans la décision, elle ne mentionne pas s'il a été saisi, le candidat victorieux qui a été élu, et elle ne mentionne même pas s'il a présenté son point de vue. Donc, ça, c'est sur la forme. Voilà, sur la forme. Dans le fond, elle dit que nous avons corrigé des erreurs matérielles. Après avoir corrigé, donc c'est écrit en arabe, après avoir corrigé les erreurs matérielles, et elle donne les chiffres. Elle donne... Maître Sofiane, dites-moi, c'est quoi les erreurs matérielles? Matériel, ça veut dire quoi? C'est ça, c'est ça. Oui. C'est qu'elle ne mentionne pas. Elle ne mentionne Ah, pas. Les erreurs d'accord. matérielles, comme les juristes dans les jugements, généralement une erreur des noms, de la manière d'écrire les noms, prénoms des personnes. Par exemple, D'accord. tu vois, ça, c'est des. Ou par exemple, les gens qui ont une erreur dans le nom de famille, l'écriture dans l'état civil, ils devraient corriger pour soit Ouais. conforme avec les autres pièces d'identité. On demande au procureur qui est le responsable de l'officier de l'état civil de corriger ce qu'on appelle les erreurs matérielles. Tu vois, elle devrait ça, mais dans la décision, elle ne mentionne pas. Elle ne mentionne pas la Cour constitutionnelle, c'est quoi les Ouais. erreurs matérielles, tu vois. Et elle mentionne pas pourquoi il y a le décalage, l'écart. Et l'écart, ce n'est pas, c'est pas petit, hein, c'est pas, par exemple, un oubli, ils n'ont pas compté un petit village où il a de 100 000 habitants, c'est des écarts des millions. Mhm. Des millions. Donc, tu vois, donc,
Elle dit que nous avons accepté les recours, les recours des candidats dans la forme et dans le fond, mais elle ne précise pas pourquoi ils les ont acceptés. Tu vois, c'est vraiment une catastrophe. Ils ont essayé de cette manière pour donner cette légitimité, parce que la Cour constitutionnelle est une juridiction. Théoriquement, ce sont des juges indépendants. Théoriquement, je dis bien théoriquement, tu vois, mais dans la pratique, c'est encore, ils ont donné l'illégitimité de ces élections. Tu vois, parce qu'ils n'ont même pas justifié, c'est-à-dire il n'y a aucune justification pour qu'elles soient acceptées, ce genre de résultats. Donc, à mon avis, que le système, le régime algérien, de plus en plus, il est en train de son déclin. Tu vois, il y a une sorte de faiblesse. Même ses propres institutions, ils se sont entrés en contradiction. Tu vois, ils sont plus dans la logique. Contrairement, par exemple, pour tous les observateurs de la scène algérienne, le régime algérien, enfin, c'est le même régime, mais la composition humaine, ça change avec le temps. À l'époque, peut-être que la composition humaine du régime algérien, ils ont une certaine intelligence, la ruse, tu vois, l'art de la manipulation, etc. Maintenant, c'est une catastrophe, vraiment, c'est une catastrophe. La réalité, c'est que le peuple algérien, par son boycott massif, tu vois, nous avons des sources, nous avons des propres sources à l'intérieur de l'Algérie, tu vois, il y avait un boycott massif. Donc, il y a de plus en plus une rupture entre le peuple avec ce régime. Et le peuple algérien, encore une fois, quand il a eu l'occasion, il a exprimé son point de vue. D'ailleurs, on l'a vu avant même le scrutin de 7 septembre dans le stade de Oran, la jeunesse, les supporters, les jeunes qui appelaient le boycott, tu vois, Ouais. je pense 2 jours ou 3 jours avant le Au 7, stade, au stade d'Oran, au stade d'Oran, au oui. stade d'Oran, exactement. Donc, le peuple, non seulement il a exprimé lors de Hirak, où il a une rupture, je dis bien une rupture entre lui et le système et le régime, mais il a confirmé encore une fois le 7 septembre par le boycott. Il faut aussi savoir que le boycott, ce n'est pas seulement, peut-être on peut donner une lecture politique, c'est un message, mais c'est un instrument de la résistance pacifique, hein. Il y a les grands experts des mouvements de résistance pacifique, ils ont donné le chiffre de 195 méthodes et moyens pacifiques de la lutte pacifique dans le boycott. Le boycott est une manière de résister, tu vois. Donc le peuple, il résiste. Voilà. Donc, et le régime, il est conscient de cela. Il est conscient, il n'arrive même pas vraiment, il n'arrive même pas à acheter ni le silence ni la paix sociale. Euh, et voilà, à part qu'il s'accroche au pouvoir par la répression, tout le monde est au courant de la situation des droits humains en Algérie, où il y a une répression généralisée et systématique. Maître Sofiane, je reviens sur les chiffres qui ont été revus à la baisse par rapport à Tebboune et en hausse par rapport aux deux autres candidats, à savoir Hassan Shrif de MSP et de Youssef Chich de FFS. En suivant leur conférence de presse, il se trouve que la Cour constitutionnelle leur a donné beaucoup plus que ce qu'ils ont demandé. Par exemple, prenons le cas de Youssef Aouchiche qui a donné les détails sur les procès-verbaux de 45 wilayas qu'il a ramassés. Il a des textos comme quoi on lui a enlevé à peu près le même nombre qu'on lui a attribué, à savoir 128 000 à peu près. Donc, il a revendiqué au maximum 300 000 voix, alors qu'il vient d'avoir 580 000 voix, presque pratiquement le double de ce qu'il a revendiqué. Et il en est de même de président du MSP, au candidat du MSP. Comment vous expliquez ça, M. Chouter? Moi, que peut-être il voulait la Cour constitutionnelle leur donner un peu plus que 5% de voix pour pouvoir rembourser les frais qu'ils ont dépensés parce que de ce que j'ai connu avant, dans les élections d'avant, pour être remboursé, il faut avoir plus de 5% de voix. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Non, mais je pense, non. J'ai lu certaines analyses qui disent qu'ils ont besoin d'augmenter le taux de voix pour justement pour avoir la possibilité d'être remboursé. La loi électorale, elle est claire, elle les rembourse. Ça dépend, Quel que soit le mais score, quel que soit le score. oui, quel que soit le score, mais ça dépend des pourcentages parce que Ah, elle détaille, hein, elle détaille. Donc je pense, ça ne dérange pas le pouvoir. Il aurait pu le faire dès le départ. Il leur donne un certain score et pour être remboursé, tout ça. Donc je ne pense pas. C'est pour ça que la décision de la Cour constitutionnelle, et c'est ça qui est grave, qui est un des signes de déclin des soi-disant des institutions qui sont en véritable des coquilles vides. ouais. Tu vois, c'est qu'elles ne mentionnent pas. C'est quoi les recours? Qu'est-ce que Oshich, par exemple, à titre d'exemple, ou Hassan, qu'est-ce qu'ils reprochent? Je ne parle pas leurs déclarations et conférences de presse. Moi, je parle sur les documents, les mémoires qu'ils ont présentés à la Cour constitutionnelle. C'est quoi les preuves? Est-ce que les PV, les RPV, sont en contradiction avec les PV de l'autorité nationale? Est-ce qu'il y a une falsification des documents? Tu vois, on ne sait pas. Tu vois, on essaye peut-être de spéculer. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas mentionné. Aouchiche, il conteste quoi? Est-ce que tout simplement il conteste le taux des voix qu'il devrait avoir? Je, je ne sais pas. Je ne sais pas. La Cour constitutionnelle ne motive pas, parce que la loi, l'article 260 de la loi organique, elle oblige la Cour constitutionnelle de motiver sa décision. Il faut qu'il y ait des motifs. Pourquoi la changer? Pourquoi la modifie le résultat? Or, dans la décision, elle ne motive pas. Elle dit tout simplement, après avoir rectifié les erreurs matérielles. Mais c'est quoi les erreurs matérielles? Ouais. Il faut qu'elle détermine le constat, premièrement, avant de prendre la décision, de dire que nous avons constaté telle erreur, sur quelle base elle considère ça comme une erreur. Est-ce qu'elle a comparé entre deux documents officiels, parce qu'au chiche, les candidats, l'RPV, est-ce que c'est des PV, les copies de PV de l'autorité nationale? Parce que selon la loi organique sur le régime électoral, les candidats, il y a plusieurs copies. Tu as des élections, des commissions électorales, etc. Est-ce que les commissions de wilaya a donné des PV aux candidats où elle contient des chiffres qui sont en contradiction avec le PV de l'autorité qu'elle a délivré à la Cour constitutionnelle? On ne sait rien. On ne sait rien du tout. Je pense que le régime, il était dans la panique. Je pense qu'ils n'attendaient pas. Moi, je pense, hein, je n'ai pas la preuve, mais c'est ma lecture selon nos sources à l'intérieur de l'Algérie. Je pense que le régime, il ne s'attendait pas à un boycott massif. Tu vois. Ouais. Il croyait qu'il maîtrisait la situation. Il croyait avec sa répression, tu vois, généraliser sa terreur et croyez les gens ils vont participer d'une Mm. manière respectable, Mm. acceptable à des élections. Donc, encore une fois, Tebboune n'a aucune légitimité populaire, Mhm. sauf par la falsification et d'être imposé par la répression et la force. Et juste, bon, on a vu, tout le monde a vu que Tebboune s'est joint aux deux autres candidats pour se plaindre. De quoi il se plaignait exactement, Tebboune? Est-ce que des résultats exagérés qu'on lui a donnés ou plutôt de taux de participants qui n'étaient pas assez satisfaisants pour lui? Alors, dans la déclaration qu'on avait tout, ils disent que les chiffres ils sont vagues, Ramdin et tout ça, mais ils ne précisent pas, tu vois, tout est vague, tu vois. Ça, c'est unique dans l'histoire. Hein. C'est unique dans l'histoire de l'humanité qu'un candidat gagnant, victorieux, conteste les résultats. Tu vois, c'est Mhm. unique. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu puisqu'il a Ouais. gagné
quelqu'un qui a gagné, en principe, ne conteste pas. On ne sait pas pourquoi. Il y a beaucoup d'analyses. Certains ils disent que c'est une manière pour essayer de dire que nous n'avons pas participé à la falsification des résultats, la preuve que nous-mêmes, nous avons contesté, tu vois. Donc, tu vois. Euh, euh, c'est bizarre. Tout le monde, d'ailleurs, tout le monde se pose des questions parce que c'est unique dans l'histoire. L'humanité n'a jamais connu ça partout dans le monde. Quelqu'un qui gagne une élection conteste lui-même les chiffres, tu vois. Contester des chiffres, ça veut dire de remettre en cause même le déroulement du scrutin, tu vois. Et ça, tu entaches le déroulement. Je ne parle pas seulement des résultats, parce qu'à partir du moment où tu contestes les résultats, ça veut dire le déroulement du scrutin est entaché par des irrégularités, tu vois. Il ne faut pas oublier, tu vois, parce que c'est vrai qu'on parle sur les résultats, mais il faut parler sur le contexte des élections, parce que les élections propres et honnêtes, ils doivent avoir dans des conditions où il y a la liberté d'expression, la liberté de participer dans les affaires publiques, il y a l'ouverture des champs médiatiques. Là, on a constaté le groupe, ou disons, le groupe des boycotts, les gens qui ont appelé le boycott, ils sont réprimés, réprimés sévèrement. On a vu, entre autres, à titre d'exemple, là, Karim Tabou, Fethi Garras et tout ça, ils ont été l'objet de poursuites et que le juge d'instruction, après ce contrôle judiciaire, il les a empêchés, hein, empêchés, interdire d'écrire sur les réseaux sociaux ou de participer dans les émissions télévisées, c'est illégal. Hein. Le juge d'instruction n'a pas le droit, dans le cadre du contrôle judiciaire, d'empêcher un accusé, un inculpé de parler. Tu vois, et ça, c'est une violation caractérisée de la loi et la outrepassée, tu vois, dans les conditions. Le président de la Cour constitutionnelle lui-même, avant la campagne électorale, il a fait l'éloge, soi-disant l'éloge sur le programme de Tebboune, sur ce qu'il a réalisé, Tebboune, tu vois. Donc, lui-même, il a violé le principe qui peut arriver dans le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, que les membres du Conseil constitutionnel doivent avoir l'obligation de réserve et de ne pas entreprendre des actes qui peuvent toucher à leur indépendance et leur impartialité. Tu vois. Donc, dès le départ les juges de la Cour constitutionnelle, ils ont démontré leur partialité avec Tebboune. Tu vois. Donc, ce n'est pas une juridiction impartiale. Donc, ça, c'est dans les conditions des élections. On ne peut pas dire qu'il y a eu véritablement des élections propres et honnêtes, etc. Maintenant, je prends les résultats. C'est des résultats qui ne sont pas, même pas logiques, vois, contradictoires. Les résultats finaux, légalement, c'est la Cour constitutionnelle qui les proclame. Or, la Cour constitutionnelle a violé elle-même l'article 260 de la loi organique sur les élections parce qu'elle n'a pas motivé la décision. Tu vois. Et voilà, on est dans une élection ni propre, ni honnête, mais aussi dans l'illégalité. Voilà. C'est que une juridiction elle-même a violé la loi. Et voilà. Pour finir, Maître Schwitter, notre entretien, la dernière question, c'est par rapport à la reconnaissance de ces élections par la communauté internationale. C'est que ce qui est étonnant, malgré toutes ces contradictions, rien n'est clair, malgré tout ce cafouillage, c'est que des présidents du monde ont salué ou reconnu, se sont précipités même, dans le cas de Macron, à reconnaître l'élection de Tebboune. Et ce qui est étonnant, c'est que aussi, Biden, Poutine, l'émir de Qatar, l'émir de Qatar des Émirats arabes, le président Erdogan. Comment tu expliques malgré que l'Algérie, quand même, elle était à peu près sur le plan international, le bilan du premier mandat de Tebboune n'a pas été, comment dirais-je, il a eu Elle était, pratiquement des problèmes avec tout le monde.
Donc, L'Algérie, l'Algérie de Tebboune, elle est isolée sur le plan international, les situations. Je dois rectifier, c'est pas Biden, hein, au niveau des États-Unis, c'est le porte-parole du département d'État qui a félicité, et ce n'est même pas le secrétaire d'État, ce n'est même pas Blinken. Biden, la mise en poche jusqu'à aujourd'hui n'a pas félicité, tu vois. C'est pas un problème. Ça, c'est protocolaire. Tout le monde. C'est des protocoles, tu vois, quels que soient les résultats, quels que soient, à moins qu'ils ont vraiment un conflit avec le régime algérien, ils peuvent contester ce que nous avons vu au Venezuela. Même si demain le Hirak qui va faire élire un candidat le plus radical, c'est automatique. La présidence de France, partout, ils envoient des. C'est beaucoup plus protocolaire. Le soutien, le soutien, il faut le voir justement est-ce que vraiment l'Algérie joue un rôle sur la scène internationale? C'est ça le plus important. Tu vois, ce n'est pas parce qu'on vous a envoyé protocole. C'est comme des cartes d'anniversaire ou tu vois, les joyaux de Noël ou là, tout ça. Parfois, c'est une habitude. Tu vois, c'est beaucoup plus. Je ne pense pas que. Et puis, c'est ça les relations internationales. Tu travailles avec le pouvoir de facto, hein, tu ne vas pas ouais, rentrer dans la polémique, tu vois. Mais ouais. si les rapports de force demain changent comment dire, en faveur de la population, de l'opposition, tout ça, nous allons voir comment les positions des États, des pays occidentaux, ça change aussi, hein, tu vois, parce que le régime, il contrôle plus, tu vois. Donc, les relations internationales se basent sur les rapports de force. Qui a Très le bien. pouvoir pour l'instant? C'est le régime, donc on travaille avec lui, tu vois, c'est normal. L'Algérie a une position géostratégique très importante en Afrique et sur le bassin méditerranéen et tout ça, mais entre nous, à part ça, elle est isolée. Elle est isolée même dans la Ligue arabe. Même dans la Ligue arabe, l'Algérie ne joue plus le rôle. L'Algérie ne joue plus le rôle comme autrefois à l'Union africaine. Elle est isolée même en l'Union africaine, tu vois. La dernière position, et ça c'est plus grave, la France n'a jamais dû, enfin, n'a jamais eu avant, c'est de franchir la ligne rouge d'équilibrer entre le Maroc et l'Algérie. Là, la France, elle a pris carrément la position avec le plan marocain sur le Sahara occidental, mais plus que ça, elle a dit que je défendrai et je travaillerai pour la réalisation de ce plan. Tu vois, Mhm. ça c'est l'échec total du régime algérien, mais c'est un signe aussi. Rachid, et c'est ça l'opportunité, si on peut discuter, c'est l'opportunité à toute l'opposition. Le régime algérien, il est dans une position de faiblesse il n'a jamais vu depuis 62. Hein. Et il est tellement faible, divisé à l'intérieur du régime. À part, il se maintient, la seule carte qui lui reste, c'est la répression. Tu vois? Et la répression, ce n'est pas un signe de force. Hein. Au contraire, c'est un signe de faiblesse. Tu vois? C'est quelqu'un qui panique. Tu vois? Et voilà. Donc, c'est une opportunité, je pense. Le peuple, encore une fois, il a assumé sa responsabilité. Il a démontré qu'il résiste. Le peuple a besoin d'une élite. C'est comme tous les autres peuples. Il a besoin d'une élite politique qui le guide vers le chemin de la liberté. Donc, la balle, elle est devant l'élite maintenant politique. Tout le monde, sans exception, il faut qu'il commence par se dialoguer pour avoir une vision stratégique, comment s'organiser et comment élaborer une stratégie, une planification stratégique pour encadrer et mener le peuple vers la liberté. En parlant justement de reconnaissance internationale, il y a un journaliste français qui a écrit, je ne sais pas si vous l'avez suivi, un journaliste français qui s'est posé la question du pourquoi une telle précipitation de Macron
Pour féliciter aussi rapidement Tebboune, il a expliqué que le chef de l'État français tente de relancer le dialogue avec son homologue algérien après l'avoir beaucoup déçu en soutenant le Maroc sur le dossier du Sahara occidental. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Ben, il y a l'analyse de l'ancien ambassadeur de France à Alger, deux fois, Driancourt, tu vois. Donc, je pense que avant la position de la France, la France a ici, Macron, il a tout fait pour s'approcher, pour avoir des bonnes relations avec l'Algérie. Ça a été toujours les politiques avant, depuis Chirac, Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Mais à partir du moment où il a pris la décision pour le soutien du Maroc, ça veut dire qu'il n'a plus d'espoir. Je pense à l'intérieur de l'intelligentsia du pouvoir politique français, ils n'ont plus d'espoir d'avoir des bonnes relations avec le régime, tu vois. Mhm. Moi, je ne suis pas vraiment de dire qu'ils essayent, mais ils essayent peut-être une tentative, mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Je ne pense pas que la France va changer sa position vis-à-vis du Sahara occidental, tu vois. Et ça, c'est l'importance parce que la France sait très, très bien que, à la fois pour le régime marocain, mais aussi pour le régime algérien, la question du Sahara occidental, elle est primordiale, elle est même pour leur survie, tu vois. Euh, Soi-disant, l'indépendance du Sahara occidental, c'est la fin du régime au Maroc. La mise en œuvre du plan du Maroc et la fin de Polisario, c'est la fin du régime militaire, civil, mais le véritable régime, c'est l'armée, tu vois, c'est la fin aussi. Donc, le fait que la France, et elle sait, c'est pour ça que depuis des années, des décennies, elle joue l'équilibre, tu vois, pour ne pas. Mais là, le fait qu'elle a passer la ligne rouge, c'est-à-dire qu'elles sont fous complètement de maintien de ce régime. D'ailleurs, Macron lui-même, il l'a dit, hein, il l'a dit qui a été rapporté par Le Monde, où il a dit que c'est un régime politico-militaire qui a été fatigué. Je dis exactement le paragraphe. Un régime politico-militaire fatigué qui a été fragilisé par le Hirak. Mhm. Tu vois, et c'est ça qu'il faut. C'est une opportunité pour le peuple. Et je parle avec l'élite, hein, parce que les peuples sans élite, ils peuvent rien faire. Ils ont besoin d'une élite qui les guide. Tu vois, c'est une opportunité. Le Hirak a fragilisé le régime algérien. On n'a jamais vu avant. Tu vois, des dizaines de généraux en prison, des centaines de colonels des services des renseignements et tout ça, ils sont emprisonnés. C'est des guerres, c'est des divisions, tout ça. Et ça, c'est une opportunité. Tu vois, une opportunité si nous avons vraiment une union, un front uni de toute l'opposition et d'avoir une vision bien stratégique, hein, une vision stratégique. Il est plus facile de mener le peuple vers le chemin de la liberté. Et je pense, l'URCD, déjà, dans ses communiqués, les derniers communiqués, il a exprimé qu'il faut maintenant ouvrir des dialogues, justement. Bon, ça reste plus des explications. C'est quoi le dialogue? Avec qui? Avec l'opposition de tous bords ou avec le régime? Tu vois? Parce que là, il faut faire la distinction entre le dialogue et les négociations. Un dialogue, c'est juste des échanges des idées mais sans suite. On est en train de dialoguer. Toi et moi, on est en train de dialoguer, tu vois, c'est un dialogue. Mais la négociation, le but, c'est d'arriver à un accord. Voilà. Donc, il faut préciser, dire que on dialogue avec le régime, ça ne sert à rien du tout. Ça va Ouais, ouais. mener, tu vois, mais par contre, dire qu'on doit négocier avec le régime, c'est possible dans la politique, mais est-ce que le contexte il est favorable? Est-ce que les rapports de force sont favorables? Donc, à mon avis, parler de négociation, il faut au moins travailler sur il faut que les rapports de force soient favorables à l'opposition pour qu'on puisse imposer dans un futur accord dans le cadre de négociation. Maître, j'aimerais bien finir avec la question
des reconnaissances à l'interne cette fois-ci. On a lu tous que un ancien classique du système, Ahmed Talib Ibrahimi, a appelé Abdelmajid Tebboune pour le féliciter suite à sa réélection pour un second mandat. Donc, tout le monde s'est posé la question, pourquoi cet appel? D'autant plus que Ahmed Talib Ibrahimi, il a été l'un des 6 candidats en 99, des groupes de refus avec Hossein Ahmed, entre autres, pour se retirer de l'élection présidentielle 99. Et là, je me souviens, un écrit je pense, Courrier International, quelque chose comme ça, qui a écrit ceci. Il a dit, Ahmed Talib Ibrahim a critiqué avec force l'establishment politique algérien, affirmant vouloir sortir du stade de la désignation pour entrer dans celui de l'élection. Et voilà Ahmed Talib Ibrahimi qui soutient la désignation pour un second mandat de Tebboune. Quelle lecture fait Maître Chouette? Alors, il y a deux lectures. Enfin, il y a la lecture de Talib Ibrahimi, il y a de Rahabi aussi. Hein. Rahabi n'est pas. Ouais, tu vois, donc, Talib Ibrahimi, il est très malade. Hein. Il est très malade avec l'âge, tout ça. Lui, il a pris la décision il y a longtemps de ne plus faire de la politique. Donc, je pense que le régime, à défaut d'avoir des soutiens, ils essayent de chercher des gens qui sont à la fin, tu vois, des gens fatigués, malades, vieilles, pour avoir ce genre. Mais ça ne lui donne aucune légitimité, tu vois, le régime, tu vois, d'être félicité par Talib Brahimi, puisque Talib Brahimi n'a plus maintenant, il n'active plus, il n'a plus des militants comme c'était dans le passé, tu vois. Mais par contre, le tweet sur la page X de Abdelaziz Rahabi, qui n'est pas un opposant, c'est quelqu'un qui était proche du régime, et ancien ministre, ancien diplomate et tout ça. Ça, c'est très important. Il a dit que l'Algérie avance vers la non-gouvernance. Tu vois. Et à mon avis, la politique de la fuite en avant menée par ce régime, il lui reste que seulement la carte de la répression, hein, il n'a aucune autre carte à jouer, ça peut mener justement la situation en Algérie vers un danger très important. Tu vois. Il y a une dislocation des institutions, même de façade. On a vu des contradictions. C'est pour ça que j'ai fait la remarque au départ que l'autorité nationale et la Cour constitutionnelle, ce sont deux institutions constitutionnelles, ça c'est d'Historia, tu vois, mais quand deux institutions, ils sont en contradiction, ce n'est plus des individus. On a vu dans l'armée qui est le véritable pouvoir, il y a des divisions. Hein, et des dizaines des généraux en prison, des centaines de colonels, des commandants dans les services secrets, dans différentes unités de l'armée. C'est la peur à l'intérieur de l'armée. C'est des purges. D'une autre manière, parfois, c'est des purges hein, qui s'exercent. Donc, l'armée n'est pas vraiment forte. Et là, c'est les institutions même de façade. Voilà. Moi, je les considère comme des coquilles vides et tout ça. C'est des petites guerres, hein, c'est en contradiction. Là, c'est ça. C'est-à-dire que la nécessité que l'élite, justement, il faut qu'elle assume sa responsabilité parce que on n'est plus de c'est qui va accéder au pouvoir. On n'est pas dans une situation d'élection propre honnête. Là, c'est que l'Algérie, elle est dans une situation très dangereuse. Très dangereuse. Et moi j'ai donné toujours le chabbat. Imaginez, tu as un bateau qui risque de couler. Et si le bateau coule, c'est tout le monde qui va être naufragé. Tout le monde, sans exception. Tu vois, on est dans une situation très délicate. Et je pense que d'ailleurs, quand on a vu le phénomène de Harraga ces derniers temps, en 2 jours, ils arrivent 850 Algériens qui sont arrivés en Espagne. C'est la vague. Hein. Tout le monde quitte. Le peuple, il sait ce qui se passe. Hein. Il n'a plus d'espoir et il fuit. C'est comme il a le sentiment que l'Algérie est un bateau qui est en train de couler. Donc c'est un bateau qui coule, tout le monde essaye de quitter, de fuir, tu vois, avant tu vois. C'est pour ça que euh,
Il y a le RCD officiellement qui a annoncé ça. J'espère que d'autres personnalités, hein, d'autres partis, justement, de suivre le cas et de commencer, hein, pas des appels seulement. On ne reste pas dans les appels et dans la théorie, mais réellement, il faut qu'il y ait des débats, des dialogues, comment on s'organise, tu vois, et quel est le moyen le plus stratégique et le plus efficace, justement, pour essayer de sauver le pays, parce que le régime, avec sa politique de fuite en avant, il va mener le bateau à la fin, tu vois, au naufrage. Il va يغرق باخي راح تغرق. En arabe, le bateau, il va couler. Hein. Mhm. Ce sont des signes, tu vois, c'était clair. Tout le Mhm. monde quitte l'Algérie. Les institutions ne travaillent plus. Ils sont en contradiction. Au sein de l'armée, c'est des guerres, c'est des petites guerres, des règlements de compte, des purges, etc. C'est la peur à l'intérieur. Même dans l'administration publique, il y a tellement c'est pour lui-même qu'il a reconnu que Babli Wali, ils ne veulent pas prendre des responsabilités, ils ne veulent pas prendre des décisions par peur d'être emprisonnés, tu vois. Ce n'est plus seulement le peuple qui a peur, mais c'est même à l'intérieur du régime, ils ont peur entre eux-mêmes, tu vois. Donc la situation, c'est vrai que le peuple, encore une fois, par sa majorité absolue, et moi je peux vous confirmer, hein, comme le journal français, l'opinion, je ne sais pas si tu l'as lu, c'est presque Oui. 10%, 10%. Et moi, des sources à l'intérieur de l'Algérie me confirment, hein, c'est un boycott massif, tu vois, c'est du jamais vu. Là, il est très important. Moi, je répète et je rejoins tout le monde, il faut que l'élite commence à se dialoguer. Les moyens actuellement, même s'il y a le contexte de la répression qui empêche des réunions physiques, mais avec les moyens de la communication Internet, on peut se réunir. Voilà. Donc, il y a des débats d'élaborer, d'éviter les sujets de discorde. Hein. C'est toujours le proverbe ou l'adage français, le diable est dans les détails. Il faut éviter de rentrer dans les détails parce que sinon ça va. Tu vois, regarde, on essaie d'identifier quels sont les points on est d'accord et d'avancer, et puis les autres discordantes, au fur et à mesure, avec la situation s'améliore, on peut la régler au fur et à mesure. Mais là la situation, c'est que l'Algérie, elle risque de disloquer, et ça, c'est la responsabilité rejoindre le peuple d'Herm Soulitou, il l'a fait. Tu vois. Moi, j'ai vu des statistiques qui ont été annoncées par plusieurs, dont le journaliste Abdossamar et d'autres et tout ça. Par exemple, les villes, et maintenant les villes de bon, Kabylie, à Alger, à Constantine, à Annaba et tout ça, à l'est. Donc maintenant, tu as presque la ville d'Alger, puis la Kabylie, donc de plus en plus vers l'est. Tu vois, c'est le taux de participation le plus faible, tu vois, Voilà. contrairement à Oran, où apparemment le taux Il est de élevé, oui. participation, tu vois. Mais là, c'est grave, c'est comme deux Algéries, tu vois. On a deux Algéries, tu vois. Centre-Est a choisi notre voie, et puis seulement Oran, hein. Les autres villes de l'Ouest aussi, il y a un boycott, tu vois. Et ça, c'est des signes. Il faut analyser et d'être responsable, justement, du contexte. ميرسي متر شويتر سلامك ومستان سفيان شويتر سي مونريال اللي غادي كان فصلت الناس في ماذا كي ديفران المن نسلوي كان الجزائر دي لاندي سباغ شطنبر اللي تسنت سينيغماض وين كان لاجونس نا لوتوريتي اني اكد تسيني دفكا لا كور كونستيتيسيونال ثالث ثمن داويث كاكاري نساغ ثقارا سينيغي ماتر شويتر ما إلا وني ساعتي ديالو. Donc voilà, on a fini, Maître Schwitter. Si vous avez juste quelque chose à rajouter, je pense que ta conclusion, c'est la fin pratiquement. Voilà. Vous avez tout expliqué dans la conclusion. Encore une fois, merci beaucoup, Maître Schwitter. Merci à vous aussi. إسيان مليل تسلا نظام زوج ما هو نظام ديس نتا نظام أو ندير قيمة ذي ثالوث